Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal. Aujourd'hui, à l'occasion des élections municipales de 2026, nous allons recevoir 4 invités dont la profession passée ou actuelle leur accorde une expertise qui nous permettra de déterminer et de mieux comprendre les enjeux de ces élections à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, pour l'occasion, nous recevons du coup Monsieur Stéphane Paoli. Bonjour Monsieur Paoli. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec plaisir. Monsieur Paoli, du coup, pour recontextualiser un peu et mieux vous définir afin que nos téléspectateurs vous connaissent davantage. Vous étiez donc, aujourd'hui vous êtes entrepreneur et auparavant, de 2008 jusqu'à 2024, vous avez eu une carrière politique qui a été selon vous rythmée en 3 grandes périodes. La première sous le premier mandat de Marie Joissains, lors duquel vous étiez donc conseiller municipal délégué à la voirie, la circulation, l'éclairage public et au taxi. Ensuite, second mandat de Marie Joissains toujours, où vous étiez cette fois-ci adjoint au maire et délégué au quartier des Hauts-d'Aix, au digital et au taxi. Et enfin, en 2020, vous passez sous le mandat de Madame Sophie Joissains, donc la fille, où vous étiez du coup cette fois-ci adjoint au maire, délégué du tourisme et président de Régie des eaux. Je ne me trompe pas. Voilà, et toujours les Hauts-d'Aix et le réseau de chaleur en plus. Exactement. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc, aujourd'hui la thématique ça va être l'analyse des élections municipales de 2026. Je pense qu'on va peut-être revenir sur le sondage qui est tombé, oui. Je ne sais pas, vous l'avez vu, ce vendredi 13 février pour la Provence. Donc dans ce sondage-ci, on apprend que la maire sortante, donc Sophie Joissains, est placée en tête des intentions de vote avec 34%, suivi du candidat socialiste Marc Pénat avec 21% des intentions de vote, et qui est lui-même suivi de très près par Jean-Louis Gégère avec 20% des intentions de vote. Ma première question, du coup, Monsieur Paoli, c'est comment est-ce que vous analysez finalement ce sondage ? Qu'est-ce que cela dit des enjeux de ces élections pour 2026 ? Je l'analyse de la façon suivante. D'abord, c'est une confirmation de l'installation de Sophie Joissains dans son statut de maire, puisqu'elle est placée en tête avec une large majorité. Elle dépasse plus d'un tiers des suffrages sur une intention de vote concernant un sondage où la campagne n'a pas encore commencé. Donc c'est-à-dire que sur son bilan, sur sa personne, sur sa position et sur la façon dont elle aborde la ville d'Aix-en-Provence, il est confirmé par les Aixois qu'elle est en tête largement et qu'elle a déjà validé ce statut de maire sortant, ce qui était déjà un enjeu, puisque c'est important de pouvoir s'installer en tant que maire pendant un mandat intermédiaire tel qu'elle a connu. Et puis, la seconde étape, c'est de dire que, non pas que je ne suis pas surpris, parce qu'on est toujours surpris par un sondage, mais disons que je m'attendais effectivement, non pas par affection personnelle, ou parce que j'étais un ancien de l'équipe, mais parce que je parle dans la ville d'Aix, je parle avec des gens de tout statut, de tout milieu, de tout type, et mécaniquement, quels que soient les enjeux des personnes, on voit qu'il y a une adhésion à Sophie Joissains. Justement, vous aviez effectué donc première partie de votre carrière politique sous le mandat de Marie Joissains, donc la maire. Est-ce que vous avez constaté une évolution entre le mandat de Maryse et celui de sa fille, Sophie, qui avait repris le flambeau en 2021 ? Oui, ce sont 2 personnalités différentes. Effectivement, elles ont des traits communs de caractère, cette appétence pour la politique, cette prise de parole en public, cette façon d'aborder les sujets avec une ténacité assez forte, on va dire, mais elles sont très différentes. Maryse, je lui dois beaucoup, donc je dis ça avec toute l'amitié et l'affection que j'ai pour elle. C'est une autre génération. C'est une autre vision de la politique. C'est une politique, un maire bâtisseur qui a construit une ville d'Aix-en-Provence pendant 20 ans et qui a fait rentrer la ville dans la modernité. Mais à la fois, aujourd'hui, Sophie, elle, présente une capacité, une velléité à faire ouvrir la ville sur l'international, sur des nouveaux enjeux. On a vu ce qu'elle a fait pour la biennale, on a vu ce qu'elle a fait pour une expo Cézanne que sa mère avait fait quelques années auparavant, mais différente, plus moderne, plus ouverte vers le monde. Et je pense que ça, c'est le trait de caractère de Sophie comparativement à sa mère. Il y a une forme de continuité dans la façon de s'accrocher au dossier, de s'accrocher à la ville et de vouloir faire les choses. Ça, c'est une volonté qui est très forte. Et puis à côté, il y a une vision différente. Plus moderne, ce qui est logique, et ce qui a trait aussi à son parcours, ce qui a trait à ce qu'elle a fait précédemment. Et donc mécaniquement, je trouve qu'on y voit des similitudes, mais on y voit aussi une forme de modernité et de projection vers l'avenir de la ville qui pour moi est vraiment intéressante et utile en plus et nécessaire. Justement, pour rebondir sur le terme d'avenir pour la ville, donc lors du premier mandat de Marie Joissains, vous étiez chargé de la mobilité et des transports à Aix-en-Provence. Oui.
Et vous êtes du coup à l'initiative notamment d'une majeure partie de la piétonisation de la ville. Est-ce qu'en 2008, quand vous entamez, on va dire, ce projet, est-ce que c'était un pari risqué à l'époque ? Ah oui, c'était risqué parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que les gens, et tant mieux parce qu'on a complètement oublié, en fait, dans les années 2008 à, on va dire, 2011, en 3 ans, on a multiplié par 4 l'aire piétonne, c'est-à-dire que l'aire piétonne avant 2008 et l'aire piétonne après 2010, elle a été multipliée par 4. On a fermé une trentaine de rues, la rue d'Italie, la rue Esparia, la rue Minier, la rue des Cordeliers, et une partie aussi du quartier Mazarin sur la partie haute, etc. Et donc mécaniquement, c'était risqué comme pari. Et j'aurai jamais de mots pour remercier assez Marie Joassin qui m'a donné l'opportunité de pouvoir mener avec les fonctionnaires, avec des conseils externes aussi, des tas de personnes, je ne l'ai pas fait tout seul, d'avoir pu mener cette piétonisation de la ville, ce qu'elle appelait la semi-piétonisation à l'époque, et qui nous a permis aujourd'hui de projeter la ville sur une vision beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme. Et quand je disais, et tant mieux, les gens ont l'impression que ça a toujours été ainsi. Par exemple, la rue Fabreau est piétonne depuis 40 ans, je dis n'importe quoi, mais la rue d'Italie n'est piétonne finalement que depuis une quinzaine d'années, comme vous le disiez, depuis les années 2010. Donc, et les gens vous diraient, ça a toujours été piéton la rue d'Italie. Donc tant mieux, c'est que c'est vraiment nécessaire. Ça a été un gros pari, mais ça a été extraordinaire, ça a été très bien accueilli, on a été soutenu par les commerçants, on a été soutenu par les associations, les CIQ, par des tas de parties prenantes, j'allais dire, qui ont été à nos côtés pour nous faire réussir, et on les a écoutés, parce qu'on a modifié le projet initial. Donc c'était super, ouais. Vous avez été soutenu par les commerçants, mais justement, oui. Comment ça a fait la concertation avec eux ? Parce que pour multiplier du coup une zone piétonne par 4, comment c'est... Alors, on avait sollicité d'ailleurs une junior entreprise de Sciences Po. D'accord. Voilà, et en fait, on avait un consultant qui nous avait rejoint à l'époque, qui est toujours présent aujourd'hui à la ville d'Aix, qui s'appelle Renaud Sorla-Reguin. Et Renaud, en fait, était venu avec une méthodologie qu'on avait partagée, selon laquelle j'avais identifié avec lui qu'il y avait 3 façons de regarder quelle rue devait devenir piétonne. Il fallait que la rue ait un profil historiquement piéton, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un caniveau central ou qu'il y ait une forme, j'allais dire, de vision architecturale ancienne qui fait que c'était pas une rue routière, que c'était quand même une rue qui avait destination à avoir un régime de circulation réduit. 2, il fallait qu'on coupe un axe de transit de circulation, c'est-à-dire qu'en fait la rue n'avait pas d'utilité, elle n'était qu'un axe de transit, ce qui était le cas à la rue d'Italie, puisqu'en fait on n'avait pas besoin de passer par les boulevards. Je donne cet exemple-là. Et le 3e, c'est là où on avait fait appel à la junior entreprise de Sciences Po, parce qu'on n'avait pas de moyens, c'était de compter le nombre de piétons dans la rue et de le comparer par rapport aux voitures. Et en fait, tout simplement, on s'est rendu compte que les rues qu'on pressentait comme étant piétonnes, par exemple la rue d'Italie, elles avaient de tête, je ne me rappelle plus, 500 ou 600 voitures à l'heure aux heures de pointe, et elles avaient déjà 12 ou 13 000 piétons qui passaient par jour. Et donc en fait, mécaniquement, on a pris ces chiffres objectifs, on les a emmenés aux gens, et ce qu'on pressentait comme étant, j'allais dire, une certaine idée de ce qu'il fallait faire, a été adoubé par des faits, par des éléments objectifs. Et les commerçants et les associations, toutes les parties prenantes, mécaniquement, comme c'était dans l'intérêt de la ville aussi, elles ont participé à cette analyse et elles nous ont enclins à aller au bout en mettant des tests en place et ensuite en pouvant le faire. Sur l'Italie, il y avait une 60aine de commerçants, on en avait 55 ou 58 qui étaient pour dès le début. Voilà. Donc c'était aussi des sondages qu'on faisait dans la rue. Majorité, quoi. Oui, toujours une majorité. On n'a jamais fait contre l'avis des gens, contre les commerçants. Au total, ça a pris combien de temps ce projet de piétonisation ? C'est un peu long, je ne me rappelle plus. Je vous dirais 2 ans et demi de tête. Si je dis pas de bêtises. Je pense 2 ans et demi. Au niveau des travaux, c'était pas très complexe. Ça consistait uniquement à mettre des bornes à l'entrée de la ville, des bornes pneumatiques ou électriques qu'on voit. Donc, et puis après, ça a consisté à déposer le mobilier urbain. On a déposé le mobilier urbain qui était sur les côtés, qui permettait de faire circuler les voitures. On l'a supprimé. Et on a ensuite fait des réfections de rue avec de l'asphalte, puisque c'était la nature de revêtement qu'il y avait au sol. Alors, il y avait au début, c'était un peu des petits morceaux d'asphalte, puisqu'on n'avait pas on avait fait au fur et à mesure, mais c'était pas des très gros travaux, c'était pas très complexe à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on a réussi à faire une étendue aussi importante, en fait, je vous dis de tête, en 2 années tout au plus, si mon souvenir est bon. Et du coup, justement, le fait que ça ait pris, entre guillemets, que 2 années, vous avez pu voir un changement sur l'attractivité d'Aix-en-Provence, notamment en termes de tourisme ? Ah bah oui, enfin pour moi, dans mon analyse, après, ça c'est un sujet qui est à la fois qu'il faut objectiver par des chiffres aujourd'hui, mais
Bien sûr, les rues sont devenues beaucoup plus attrayantes. Les rues piétonnes sont des rues où le commerce, en règle générale, se porte quand même beaucoup mieux, puisque par définition, il permet d'avoir une transformation du commerce. Quand on voit aujourd'hui la destination et la nature de la rue d'Italie, par exemple, on voit que c'est quand même une rue qui a complètement explosé, au bon sens du terme. C'est-à-dire, il y a une offre qui est incroyable, la rue vit de manière incroyable. Ça, c'est mon analyse. Je n'ai pas de velléité à dire que c'est la ville qui a tout fait. Bien au contraire, ce sont les commerçants qui ont pris le relais, qui ont investi, qui ont travaillé, qui ont pris des paris, qui ont pris des crédits, qui ont repris des commerces. Donc c'est pas nous qui avons tout fait. Après, c'est les commerçants qui sont les commerçants. C'est une sorte de coopération, quoi. De toute façon, c'est une coopération. On ne peut pas réussir tout seul ce type de projet. On n'instaure pas le commerce dans une rue. Il faut que la rue s'y prête. Et on ne peut pas dire on aimerait avoir une épicerie fine là, un bar, et on aimerait avoir, un poissonnier. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que les gens aient envie, il faut qu'il y ait une réalité économique, et il faut que les gens aient envie, dans une partie de leur vie, de s'endetter ou de changer de vie pour pouvoir le faire, ou de continuer cette vie à cet endroit-là. Donc mécaniquement, c'est une coopération. C'est ce qu'on a fait. On l'a plutôt réussi parce que je crois que la ville s'y prêtait, que les commerçants étaient prêts, et que les Aixois aussi étaient prêts à venir consommer, à venir soutenir leur commerce, et puis à mieux vivre cette rue piétonne avec les mamans avec les poussettes, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, ou simplement les gens qui déambulent au quotidien et qui voulaient une ville plus calme, plus apaisée, sans se retourner et regarder les voitures qui arrivaient. Après, aujourd'hui, les enjeux, ils ont quand même évolué. C'est vrai qu'on parle beaucoup de transition écologique, de mobilité douce. Est-ce que, selon vous, du coup, cette politique des transports, ou en tout cas la politique de circulation, elle doit évoluer, notamment à l'approche des élections municipales? Quelle place les candidats devraient-ils accorder? Alors nous, la logique qu'on avait à l'époque et qu'on a maintenue, c'était une délibération que j'avais fait passer au conseil municipal, c'est qu'on reliait le stationnement, par définition, à la circulation et donc à la mobilité. On considérait plusieurs éléments, que pour apaiser le centre-ville, il fallait conserver une forme de parking avec une logique concentrique, c'est-à-dire concernant la tarification, pour inciter les gens et pas les forcer à aller plutôt sur les parkings à l'extérieur. Donc en fait, on a une politique tarifaire qui dit que les parkings de centre-ville sont plus chers que les parcs relais, effectivement, avec plusieurs couronnes. Et donc en fait, de par la politique municipale qui nous était permis, on a piétonnisé, on a poussé à l'époque les parkings, les gens allaient sur les parcs relais au bon sens du terme, qui pouvaient y aller. Et c'est comme ça qu'en fait on a fait. Mais après, la mobilité, c'est une politique métropolitaine. À l'époque, c'était la CPA aussi, donc la comité d'agglomération du Pays d'Aix. Et donc on n'a pas la main sur l'ensemble de la mobilité. Mais pour répondre à votre question, déjà à l'époque, quand on parlait de piétonisation, en fait, on parlait de mode actif, puisqu'on parlait de piétonisation, mais derrière, c'était les vélos, c'était effectivement... Les mobilités douces. Toutes les mobilités douces. On parlait de piétonisation, parce qu'à l'époque, c'était le mot qui était, entre guillemets, validé et compris dans les logiques. Mais c'était déjà la mobilité douce, c'était les vélos, les piétons, et puis toute forme de transport qui soit non motorisé. Donc ça, la piétonisation, c'était vraiment le gros de votre projet sous le premier mandat de Marie Joissains. Et ensuite, lorsqu'on passe au second mandat, donc vous êtes cette fois-ci adjoint au maire délégué au quartier des Hauts-d'Aix, au digital et au taxi. Et est-ce que c'est pendant ce mandat-ci que vous mettez à profit votre rôle d'entrepreneur et vous initiez la labellisation French Tech Aix-Marseille, qui, donc, si j'ai bien compris, est une organisation de start-up qui ont pour but un rayonnement national puis international. Quand vous projetez cette labellisation, à quel besoin ça répond à Aix-en-Provence en tout cas? Alors, ce qui se passe à l'époque, c'est une très bonne question, c'est qu'on se rend compte, et bon, c'est pas... On saute sur l'occasion. Le gouvernement démarre sous fleur pèlerin, avant même Emmanuel Macron, avant qu'il ne soit ministre de l'économie, une dynamique qu'on appelle les territoires ou les villes numériques. J'ai plus le nom exactement en tête, qui ensuite deviendra Aix-Marseille French Tech, enfin qui deviendra la French Tech et notamment Aix-Marseille French Tech. L'objectif du gouvernement, c'est de dire que la France dispose dans ses territoires d'un certain nombre d'initiatives privées, d'entrepreneurs et publiques, de collectivités, mairies ou comités agglo ou métropoles, qui sont à même de porter l'excellence de profils individuels sur des réussites incroyables. Et le gouvernement dit, bon, c'est bien, mais il faut chasser en meute. Donc on a besoin que tout le monde se regroupe sous un étendard, entre guillemets, pour pouvoir à la fois exister à l'international, exister auprès aussi des structures de financement, c'est-à-dire les levées de fonds et les structures qui peuvent avoir trait au financement, de l'amorçage, notamment pour les startups ou pour les boîtes en développement. Et donc on va créer un label qui sera attribué à des territoires qui auront levé le doigt et qui justifieront de leur capacité précédente, avant même d'être labellisés, comme étant des territoires sources d'innovation. Donc à cet égard, on a travaillé, et en fait, on a fait un travail qui était relativement simple, puisqu'on a identifié le travail des autres. C'est-à-dire qu'on a regardé sur le territoire quelles étaient les boîtes qui étaient fondamentalement excellentes en matière d'innovation,
Voilà, eu des boîtes fantastiques de divers tailles. On a cherché à mettre en avant des champions de la tech, c'est-à-dire des boîtes qui étaient encore meilleures que ceux qu'on voyait. Et on a fait une quantification globale du tissu économique avec des caractéristiques très affichées. Par exemple, il y avait les innovations d'usage, les innovations concernant la microélectronique, à Rousset, bien sûr, les innovations concernant l'environnement, le technopole de l'Arbois, les innovations à Marseille concernant des dispositifs d'amorçage plus orientés sur Château-Gombert, ces éléments-là, qui étaient plus historiques. Et puis de ça, en fait, on a fait quelque chose qui était pas mal, notamment parce qu'on était dans la construction de la métropole. On a réussi à faire signer Marie Joassin, qui a été la première à signer, je le dis toujours, en bas de la feuille, et puis Jean-Claude Gaudin, pour faire une candidature commune. Et Maryse a joué le jeu et a dit « je vais signer parce que dans l'intérêt d'Aix-Marseille, il faut projeter l'économie et le numérique dans la vision de la suite ». Donc Aix-en-Provence a initié ça, et moi j'étais un des interlocuteurs. J'ai eu la chance de pouvoir copiloter ce projet qui nous a permis de mettre en avant les boîtes du numérique. L'intérêt, c'était quoi ? C'était de devenir visible, de pouvoir mettre un point sur la carte, de se rendre compte que le Technopole de l'Arbois était le 4e technopole du monde en matière d'innovation. Ouais, franchement incroyable sur l'environnement notamment. De pouvoir dire, regardez ces gens-là qui ont créé ces boîtes-là, ils sortent d'Aix-Marseille Université. Donc ce sont des étudiants d'ici qui ont créé leur boîte. Ces gens-là, ils ont été financés par un fonds d'amorçage régional où ils ont un prêt d'honneur dans un dispositif porté par l'Aglo d'Aix-en-Provence, etc., etc. Donc ça a permis un rayonnement international du coup. C'est ça, et alors après, on a pu, dès 2016, partir au CES à Vegas, le salon de l'électronique, et faire la première délégation Aix-Marseille French Tech, parce qu'il n'y en avait pas jusque-là. Et donc on a emmené les entrepreneurs à Vegas pour la première fois, et ensuite ça s'est reproduit tous les ans, avec la région, avec le Technopole, avec toutes les institutions qui ont pris le relais. Mais on a fait rayonner à l'international, évidemment, nos boîtes. Elles ont eu des prix à l'Eureka Park, qui est le lieu où les innovations mondiales au CES de Vegas sont couronnées de succès ou pas. On a permis de mettre, en avant ce territoire qui était fantastique, en fait. Et donc, ça a permis de capitaliser sur le travail des entrepreneurs. Nous, on a fait le travail d'organisation, de mise en avant et de mise en lumière. Après, c'est le boulot des entités à caractère privé et public aussi, mais de tous les gens qui bossent au quotidien. Voilà ce qu'on a fait. Et donc, justement, pour rebondir sur le fait qu'il y avait vraiment cet intérêt de rayonnement national et international, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, Aix-en-Provence, en tout cas, est assez positionnée comme étant une ville innovante par rapport à d'autres, notamment sur la Côte d'Azur, comme Nice Où est-ce qu'on se place par rapport à d'autres villes comme celle-ci Pour moi, on est en tête. Parce qu'on porte notamment avec le Technopole de l'Arbois après c'est mon analyse, ça ne veut pas dire que c'est forcément la réalité à 100%, mais pour moi on est en tête parce qu'avec le Technopole de l'Arbois notamment on porte des pépites assez incroyables qui ont eu des réussites. Il y a divers. Il y a bien sûr Kista dont on a parlé récemment. Il y en a plein d'autres. Il y en a eu tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans. Il y a des superbes réussites. Le Technopole Arbois, pour moi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le pôle d'activité en tant que tel, aussi, c'est 30 000 emplois. Donc on a un tissu d'emploi qui est assez extraordinaire. On a une université, on en parlait un peu tout à l'heure aussi, qui est fantastique et qui garde un socle à Aix-en-Provence historique. Donc pour toutes ces raisons-là, Aix-en-Provence, c'est pas qu'il est devant ou pas devant la Côte d'Azur, mais la Côte d'Azur et notamment Sophia Antipolis a été créée par le sénateur Laffitte, qui était un génie, quelqu'un d'extraordinaire, selon un modèle qui est basé exclusivement sur l'informatique et des très grosses boîtes d'informatique notamment, qui étaient très cloisonnées et qui du coup ont fait une réussite extraordinaire avec des sièges d'entreprises extraordinaires qui sont implantés, mais qui ne sont pas forcément la même logique que l'on a, nous, à Aix-en-Provence, savoir l'émergence d'initiatives individuelles, d'entrepreneurs qui, depuis la terre tout seul, sort et crée une valeur complémentaire et différente. C'est vraiment ça qu'on a à Aix-en-Provence aujourd'hui. C'est 2 dynamiques qui sont complémentaires, qui sont différentes et qui relèvent aussi de l'ingénierie de projet, de l'intelligence qu'il y a à Aix-en-Provence et la capacité à faire émerger des talents dans tous les sujets, à l'université, dans l'entreprise, barreau d'Aix. Enfin, globalement, il y a des talents extraordinaires qui ont émergé de cette ville depuis des décennies et puis depuis l'histoire la plus ancienne aussi. Donc Aix-en-Provence garde cette capacité à faire éclore des pépites en matière de personnes, en matière d'entreprise, en matière de projet. Et c'est cette espèce de, entre guillemets, de parfait alignement des planètes qui fait Aix-en-Provence depuis notamment plusieurs années, encore plus que précédemment, qui permet de faire émerger ces talents qui ne sont pas simplement des mouvements de capitaux, entre guillemets, qui viennent s'implanter parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Aix-en-Provence, c'est quelque chose qui est nullement reproductible ailleurs.
ça reste quelque chose d'extraordinaire, avec un mélange d'intelligence, d'ouverture sur le monde, de beauté, d'histoire, de patrimoine, de culture, qui fait que ça attire des talents incroyables qui viennent entreprendre à Aix-en-Provence, ou que ça forme des talents incroyables qui veulent rester entreprendre à Aix-en-Provence. C'est ça qui fait la caractéristique du territoire. Ok. Et justement, cette dynamique d'innovation, est-ce que selon vous, elle est assez reprise, ou en tout cas, est-ce que les candidats prononcés pour ces élections municipales y accordent assez d'importance dans leur programme, parce qu'on entend beaucoup parler de mobilité, de sécurité et tout. Quelle est la place qu'ils devraient y accorder? Est-ce que selon vous, elle est assez importante? Pour moi, elle est... Alors, je ne connais pas toutes les listes de tous les candidats et je ne connais pas les nouvelles listes qui vont être dévoilées. Je peux parler des équipes sortantes. On va parler de l'équipe de Sophie Joassin. Sophie Joassin a au sein de son équipe Pierre-Emmanuel Casanova, qui est un entrepreneur de la tech, avec ICLab historiquement devenu HSL, qui travaille sur le transport d'hydrogène et qui est une émergence du Technopole de l'Arbois. Donc plus que dire est-ce qu'il le porte, en fait elle l'incarne, puisqu'elle a cet entrepreneur successful sur le territoire qui est dans la logique des nouvelles formes d'énergie, des transports de nouvelles formes d'énergie, et qui a été l'exemple type de ce que je viens de dire précédemment. Donc mécaniquement, pour moi, oui, l'équipe sortante, bien sûr j'y ai participé, donc je la connais l'équipe, c'est pas le sujet, je suis forcément parti pris, mais porte ça. Et plus que le porter, l'incarne, puisqu'elle a en son sein un représentant qui est Pierre-Emmanuel. Donc mécaniquement, il y a zéro sujet. D'accord. Parallèlement donc à cette, on va dire cette dynamique d'innovation et de French Tech que vous accordez, sur lequel vous vous penchez pendant votre second mandat, enfin le second mandat de Marie Joassin, vous êtes également donc délégué des Hauts-d'Aix, au cours duquel donc, vous vous accordez en tant que délégué toujours sur la réhabilitation, on va dire, ou en tout cas la transformation des quartiers comme Besson ou Platane. Quand vous entamez ce projet, à quel besoin ça répond Alors en fait, c'est un projet qui était porté en direct par Sophie Joassin en tant qu'adjointe au conseil municipal, je ne me rappelle plus, mais à la politique de la ville notamment. Sophie Joassin qui était à ce moment-là, elle était élue à la ville, elle était en charge de la politique de la ville pendant très longtemps, Sophie. Et en fait, elle avait initié notamment aux côtés de sa mère les rénovations dans les Hauts-d'Aix, et on avait, si vous voulez, deux plans qui étaient importants. Il y avait un plan en rue pour lequel Marie s'était beaucoup battue, plan en rue qui avait été raccroché à la fin, qui a permis de rénover Besson, notamment le bâtiment E, qui est le bâtiment où il y avait les commerces en bas, qui devait être démoli, puis on s'est battu pour ne pas le démolir, pour pouvoir réhabiliter complètement ce bâtiment. C'est le bâtiment qui est au centre de Besson, face au City Stade qui a été fait, qui est en milieu de Besson. Donc le City Stade, le bâtiment E, et la rénovation complète qu'on a eu jusqu'au dernier bâtiment qui a été démoli, qui lui a été ouvert à l'entrée de Besson. En parallèle de ça, il y avait 13H qui a refait ce qu'on appelle historiquement la banane, notamment. Donc Besson, c'était vraiment une politique en rue, et de la même façon, politique de la ville, avec tout un parcours qui avait été fait sur l'association avec les missions Mousse, pour pouvoir reloger les habitants de manière volontaire, etc. Et après, en parallèle de ça, on avait Pays d'Aix Habitat, qui à l'époque n'était pas métropolitain, était donc sous présidence de Feu, qui nous a quitté, Maurice Chazot, un adjoint de Marie Joassin à l'époque, et qui a rénové Sainte-Eutrope avec tous les logements rénovés de Sainte-Eutrope, à l'intérieur, à l'extérieur, et qui a permis. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce que les bâtiments étaient anciens, qu'il y avait des problèmes énergétiques, qu'il y avait des problèmes d'accessibilité à l'intérieur, avec les douches, avec tout ce qui a trait à un parc vieillissant. Donc on a complètement rénové l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des appartements, l'ensemble des quartiers des Hauts-d'Aix, sur Sainte-Eutrope et sur Besson dans son entièreté. Donc moi j'ai pu y participer en tant qu'adjoint de quartier, c'est-à-dire j'ai pu suivre cette partie-là, et c'était bien de voir qu'on arrivait à remettre des appartements, que les gens étaient contents, les immeubles étaient refaits. Ça a changé l'image de ces quartiers? Oui, quand même, vous allez, bien sûr, on ne peut pas dire que tout est parfait, loin de là, on ne va pas dire que tout est bien, on ne va pas dire que tout a été réussi, on ne va pas dire que... On ne peut pas faire toujours mieux, mais quand vous regardez comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui, tout ce qui a été apporté, tout ce qui a été rénové, tout ce qui a été fait, je veux dire, il faudrait quand même être un peu, j'allais dire, ne pas voir tout ce qui a été fait. Quand on voit qu'on a à Besson, sur le Belvédère, voilà... Qu'est-ce qui, selon vous, manquerait pour que justement ce soit mieux ou parfait ? Mieux ou parfait ? Non, je pense que ce qui manque, c'est pas à la main de la ville, ce qui manque, c'est du développement économique. Ce qui manque dans les quartiers aujourd'hui, c'est un problème majeur, mais qui n'est pas à la main de la ville, même si la ville peut initier un certain nombre de choses, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est qu'il faut plus de développement économique, c'est-à-dire il faut plus d'emplois pour les jeunes, il faut plus d'emplois pour les gens, il faut plus de... Mais ça, c'est un problème plutôt national, sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, sur le reste à vivre, même quand on est en logement social, parce qu'il y a les charges, parce que c'est pas évident, que même si on a la possibilité d'avoir un logement social, on vit pas bien parce qu'on a un logement social, c'est pas vrai. Donc c'est plutôt un problème de pouvoir d'achat.
Et ça, c'est un problème qui est Plus global. qu'un problème de L'aménagement, d'aménagement. pour moi, l'aménagement, il a été vraiment réalisé, il est vraiment allé loin, il peut encore être amélioré, il peut avoir des équipements supplémentaires. Il y a sûrement des projets actuellement que je n'ai pas suivis qui seront sûrement encore plus loin, qui iront encore plus loin. Bon, Faribalise aujourd'hui, parce que c'est sur Ancagnane, Faribalise, il y a des tas de rénovations aussi, parce qu'il faut que tous les quartiers soient rénovés au fur et à mesure. Donc c'est ça aussi. Mais je pense que ce qui manque aujourd'hui globalement dans le tissu économique des quartiers qui sont quartiers prioritaires ou non quartiers prioritaires, parce que le revenu médian par habitant n'est pas forcément révélateur de la difficulté qui peut être. Des quartiers peuvent être classés comme quartiers prioritaires au sens du national, sur le revenu médian par habitant, et d'autres peuvent ne pas l'être classés parce qu'ils sont sur une zone qui est plus large, qui regroupe des maisons. Ça peut être le cas de Sainte-Eutrope, par exemple, où il y a des villas autour. Donc l'IRIS, en fait, c'est-à-dire la zone géographique qui définit si on est quartier prioritaire ou pas, ne veut pas dire qu'à Sainte-Eutrope, tout le monde vit bien. C'est pas vrai. Mais par contre, il y a des mêmes difficultés, même s'il n'y a pas le quartier prioritaire au sens de la classification nationale. Et c'est pour ça que, justement, on a voulu quand même rénover, alors que ce n'était pas quartier prioritaire et ce n'était pas éligible à la rue. Et on l'a rénové grâce aux moyens de Pays d'Aix-Habitat. C'était ça la volonté de Sophie, c'est de dire même si ce n'est pas prioritaire, c'est pas grave, on voit qu'il faut rénover. Donc on va rénover, on va se débrouiller pour rénover grâce aux outils qui sont les outils de la ville. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qui manque vraiment, c'est le pouvoir d'achat, indépendamment du travail, parce que même il y a des gens qui travaillent, mais il y a les travailleurs pauvres maintenant. Donc il y a des gens qui bossent, mais pour qui ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc ça, c'est le pouvoir d'achat pour ceux qui sont au chômage et pour ceux qui travaillent, qui n'y arrivent pas. C'est ça qu'il faut travailler. D'accord. Concernant ce qu'il faudrait travailler, est-ce que selon vous, à l'approche des élections municipales, est-ce que les candidats accordent assez d'importance à ces quartiers par rapport à l'hypercentre ? Je pense que la vision de Marie Joassin, et je la reprends parce que je la trouvais bien, elle disait quand on allait dans les quartiers, ok, on fait des équipements de proximité, ok, il faut qu'il y ait des équipements dans les quartiers, mais il faut aussi que les gens sortent des quartiers. C'est-à-dire il faut que les gens utilisent le bien commun qui est construit à la ville, c'est-à-dire il faut pouvoir se rendre sur l'infrastructure globale. Exemple, le sport, on peut avoir des city-stades dans les quartiers, c'est très important. Par contre, on va aller au Val-de-l'Arc pour avoir les grosses infrastructures pour faire du sport. Donc ce que je pense, c'est que d'un point de vue économique, et pour traiter les sujets que je viens d'évoquer, qui sont d'un point de vue économique, il ne faut pas les voir à l'échelle du quartier, il faut les voir à l'échelle de la ville ou à l'échelle plus globale. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les programmes des candidats ou dans ce qui a été validé? Sophie Joassin le disait l'autre jour encore, je l'ai entendu. Il y a le pôle défense qui a été validé, qui va être au pôle d'activité sur le site à côté de l'aérodrome. Il y a l'Énergie Vallée. Il y a la Tech Valley. Donc ce sont des projets, en fait, si vous voulez, qui sont basés au pôle d'activité, comme je disais tout à l'heure, ou au technopôle, ou dans l'espace de, en gros, si vous voulez, du pôle d'activité jusqu'à la Durane, pour être clair. Donc sur l'ensemble du territoire économique qui relève de tout le périmètre d'Aix-en-Provence. Et là, en fait, il va y avoir des nouvelles créations de valeur. Donc, il va y avoir des nouveaux emplois, il va y avoir de la richesse qui va être créée, et il faut que cette richesse, elle soit redistribuée avec des emplois locaux et avec effectivement des filières de formation locales qui permettent à des jeunes de sortir, ou à des moins jeunes aussi, en reconversion, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, il y a les jeunes, c'est le plus important, parce que c'est eux qu'il faut tirer vers le haut, mais il y a aussi ceux qui sont moins jeunes, qui ont envie de s'en sortir aussi, qui passent dans une période difficile avec du chômage ou une difficulté à se reconvertir sur les métiers qu'ils auraient pris au début. Et donc, c'est à travers la capacité de la ville à identifier des zones géographiques et à accepter l'implantation de ces projets ou à pousser pour obtenir ces projets au niveau national qu'on peut répondre à ces problématiques de pouvoir d'achat, parce qu'on va travailler sur des secteurs d'activité qui sont innovants, sur lequel le diplôme est important, mais avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies, on voit bien qu'aujourd'hui, les diplômes, ils ne s'effacent pas, en aucun cas. Mais par contre, il y a de nouveaux profils autodidactes qui sont clairement recherchés. Et ce qu'on trouve dans les quartiers, c'est des types ou des femmes extrêmement dégourdis, c'est-à-dire parce que la difficulté crée la capacité à s'émanciper des problèmes. Donc mécaniquement, on a des profils qui sont des profils d'entrepreneurs ou des profils entreprenants, capables d'aller par eux-mêmes chercher des choses qui n'auraient pas forcément été données par la vie ou par la facilité de la vie. Donc en fait, de tout ça, moi, mon analyse, c'est que oui, il faut dans les quartiers la sécurité, la proximité avec des équipements, des infrastructures en bon état, ce qui est le cas, le plan de rénovation des écoles, des imperméabilisations des écoles, de remise en isolation thermique des écoles, des choses comme ça. Ça, il faut le faire dans les quartiers de manière importante. Il faut créer des moyens de transport comme le BHNS. Il y a un BHNS qui part aujourd'hui, grosso modo, du Krypton et qui va jusqu'au Jas de Bouffan, qui fait le tour, qui revient. Après, il y a un nouveau BHNS qui va être fait avec un point de croisement entre les deux, qui, lui, va aller au pôle d'activité. Donc, le but, c'est d'arriver à mailler le territoire en disant, voilà, le BHNS qui part du Val-de-l'Arc, qui passe par le Jas de Bouffan, qui draine toute
cette route, va se connecter au nouveau BHNS qui, lui, va aller vers le pôle d'activité, va permettre à des gens de ne pas prendre la voiture, de ne pas avoir la charge de l'achat d'un véhicule pour aller travailler, ce qui n'est pas réaliste. Et du coup, ça rejoint la thématique des mobilités douces. Toujours ce que vous disiez en amont, de toute façon, tout est relié, c'est une vision globale. On saucissonne, entre guillemets, on coupe les politiques publiques par, j'allais dire, des délégations, des thématiques, mais c'est une vision globale. Il faut avoir une vision de la ville, la projeter, c'est ce que je disais en amont quand on a commencé à dialoguer ensemble. Ce que je crois, pour parler de Sophie, c'est qu'elle a cette capacité, Sophie Joassin, à projeter la ville dans cette modernité, dans cette vision, c'est même au-delà de sa considération d'immédiateté concernant son bilan, concernant ses propositions. C'est d'avoir cette vision dynamique, de dire aujourd'hui, j'avance. Et j'avance avec la modernité, parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai dans 3 ans. Vu comme le monde accélère aujourd'hui, vu comme tout change, les bonnes générations le savent encore mieux que la mienne. On ne peut pas faire des plans et se dire, ce plan, on est sûr que dans 20 ans, c'est le bon. Il faut des plans, il faut des visions, il faut des orientations, il faut une projection. Et la projection de Sophie qu'elle partage avec Maryse historiquement, cette vision de donner de l'importance dans les quartiers en les rénovant, en donnant la possibilité aux gens de vivre dans un environnement qui est positif, dans un environnement le plus positif possible, qui n'est pas parfait, mais qui est le plus positif possible, et puis en même temps en donnant l'accès, j'allais dire, à une ville qui n'est pas une ville, et qui n'a jamais été, qui sera jamais, qui doit pas, et qui n'est pas une ville coupée en deux. C'est une ville... entre le centre-ville et qui est... Mais bien sûr, ou les villas ou les extérieurs. Moi, j'ai administré les Hauts-d'Aix. Les Hauts-d'Aix, c'est 17 000 habitants. Vous avez les Pinchinas, les Platanes, Besson, Sainte-Eutrope. C'est des populations qui n'ont pas du tout les mêmes revenus. Ce n'est pas du tout les mêmes revenus. Pour autant, quand il y avait des fêtes aux Platanes ou des choses comme ça, quand il y avait on voyait, j'allais dire, un quartier qui vivait bien, globalement. Pas parfait, mais globalement, il vivait bien. De la même façon, quand Marie Joassin, elle avait pris, j'allais dire, son premier mandat, moi, j'étais pas à son premier mandat en 2001, et qu'il y avait les allées provençales, il y avait un grand bâtiment qui devait être en bas du cours Mirabeau, là où il y a les jardins à l'Office du tourisme, et qui devait fermer le cours Mirabeau en disant, il y a l'hôtel du Poète en haut, d'accord, qui est tout en haut du cours Mirabeau, là où il y a les notaires, et en bas, il devait avoir un grand bâtiment qui faisait, si vous voulez, la réciprocité. C'était le projet de l'équipe avant Marie Joassin. Marie a dit, je veux pas d'un bâtiment qui coupe, je veux casser ce bâtiment, je veux une esplanade et je veux faire un lien vers Ancagnane. Je veux que la ville parte vers Ancagnane et qu'il y ait une seule trame. Et c'est pour ça qu'en fait, parce que moi j'y étais pas, elle n'a pas fait réaliser ce gros bâtiment. Elle a fait une esplanade, là où il y a les jardins, la statue de Cézanne, pour que en fait, les allées provençales soient, oui, ouvertes sur le cours Mirabeau, mais qu'elles soient ouvertes aussi... Comme la continuité, finalement. Exactement. Et ça, c'est la vision qui a été portée en urbanisme par Marie Joassin pendant 2 décennies. Et donc, mécaniquement, quand je dis le maire bâtisseur, c'est ça, le maire bâtisseur. C'est celle qui a été capable, à un moment, de bâtir la ville, mais de manière équilibrée. C'est-à-dire de se dire, voilà, je sais, parce que je viens d'un milieu modeste, je me suis fait tout seul, etc., combien c'est compliqué et qu'il faut donner. Mais par contre, la vision, c'est vous venez en ville. Vous voyez ? C'est pas on fait un super quartier, vous venez pas, quoi. C'est l'inverse. C'est voilà, tout le monde doit pouvoir venir en ville, la ville est ouverte. Et la ville d'Aix-en-Provence, c'est ça qui la caractérise. Et c'est pour ça que les fêtes, notamment qui ont été organisées récemment dans la rue, c'est-à-dire, comme on a vu la Biennale, ce sont des grands succès populaires, où on voit vraiment une population globale d'Aix-en-Provence. On ne voit pas une population de centre-ville, de cours Mirabeau. Et j'ai rien contre le cours Mirabeau, c'est pas le sujet, loin de là. Mais je veux dire, on ne voit pas une population exclusivement de cours Mirabeau qui est sur le cours Mirabeau, du quartier Mazarin ou de la Première Couronne, du boulevard. On voit une population globale. Tout le monde s'approprie Aix-en-Provence. Et c'est ça qu'il faut qu'on en arrive à faire pour que la ville continue. Et c'est en ça que je dis que cette modernité, elle est en capacité de la projeter, Sophie. Justement, lorsqu'il y avait ce projet de réaménagement des quartiers de Hauts-d'Aix, donc en qualité de délégué, je pense qu'il y avait aussi... vous étiez l'intermédiaire donc, entre la politique et les habitants de ces quartiers. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir ce lien direct avec les habitants ? Non, c'est pareil qu'avant. Ça n'a jamais été simple, ça n'a jamais été compliqué. Moi, j'avais la chance d'avoir une équipe énorme avec 2 personnes. Une équipe énorme. Pas énorme en nom, mais c'était Mohamed et Sabine qui étaient les 2 personnes qui étaient avec moi à la mairie de quartier. Mohamed, c'était l'adjoint technique de quartier et Sabine, c'était la partie administrative. Bon, et c'était des gens, ils sont toujours, mais je dis parce que je suis plus extraordinaire. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je faisais mon boulot, la mairie faisait son boulot, mais c'est toujours pareil. Il y avait des moments difficiles, il y avait des moments plus faciles, il y avait des merci, il y avait des heurts au sens des gens qui n'étaient pas contents. Mais c'est normal, c'est le job de la politique.
de s'en prendre un peu dans la tête quand on y va, en même temps des fois d'avoir des merci aussi, mais on le fait dans l'intérêt global et dans l'intérêt des gens. Donc est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui? J'y suis plus. Je pourrais pas vous dire. Peut-être c'est plus compliqué 2 ans maintenant, alors que ça fait 2 ans que j'y suis plus. Peut-être qu'aujourd'hui, 2 ans après, c'est beaucoup plus complexe. Je saurais pas vous dire. Mais je sais qu'à l'époque, c'était pas forcément toujours facile non plus. Il y avait pas que des situations qui étaient... c'était pas tout rose. Mais je crois que ça fait partie de la réalité du terrain, de la poétique, notamment au niveau local, que de savoir écouter les gens, de concerter, de passer du temps avec, de passer beaucoup de temps à échanger, parce que des fois il y a même des mots plus hauts que les autres, c'est partie du jeu, hein. C'est ça le rôle d'élu, hein. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, vous êtes vraiment l'intermédiaire entre la municipale et... Disons que quand vous êtes un adjoint de quartier, comme ils sont aujourd'hui dans tous les quartiers, que ce soit dans les Hauts-d'Aix, que ce soit au Geste de Bouffan, soit à la Durane, que ce soit en Cagnane, peu importe, quel que soit le quartier, ou même que ce soit un village, peu importe, c'est pas le sujet. C'est bien le rôle de ce conseil municipal de quartier, de cet adjoint de quartier, de ce délégué de quartier, qui est délégué à la relation avec les citoyens. Donc en fait, il n'a pas de pouvoir forcément opérationnel. Ce que je disais, c'est pas lui qui réalise les choses, contrairement à quand vous avez une délégation comme le numérique, la circulation, où là vous réalisez les choses et en plus vous concertez. Là vous concertez, vous suivez, mais par contre vous ne faites que suivre le projet. C'est un autre élu, c'est un autre agent, comme je disais, c'était Sophie Joassin à l'époque, qui porte le projet, qui lui va incarner le projet, porter le projet. Et puis vous faites la relation avec le quartier, avec les gens, avec les associations. D'accord. On arrive du coup au troisième période et du coup dernière de votre carrière politique au sein d'Aix-en-Provence, où cette fois-ci donc, vous passez en tant qu'adjoint au maire d'Aix-en-Provence, délégué au tourisme et président de Régie des Eaux. Donc là, au début, vous commencez sous le mandat de Marie Joassin, puis ensuite de la reprise par sa fille Sophie Joassin. Et à cette période-ci, est-ce que selon vous, la gestion publique de l'eau, elle a un enjeu politique majeur donc en 2020 ? Alors, c'est déjà un enjeu majeur parce que Aix-en-Provence était historiquement la ville où l'eau était la moins chère de France pendant 40 ou 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'on avait en fait, avec le barrage de Bimont, un accord avec le canal de Provence qui faisait que dans le cadre d'une négociation, mais historique, je parle de ça, on n'était pas nés ni l'un ni l'autre, mais bien avant, un prix d'achat de l'eau brute, ce qu'on appelle, qui était très bas, qui permettait de traiter l'eau avec un prix plus faible. Ensuite, dans le cadre des négociations, on a continué à maintenir cela, mais il y a eu une petite évolution du prix qui fait qu'Aix-en-Provence, je ne sais pas aujourd'hui combien on est, si on est la 3e ou 4e ville la moins chère de France, je ne sais pas le chiffre exact, mais on est parmi les villes où le prix de l'eau potable est vraiment peu cher aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas au fait je ne suis plus à la délégation et je n'ai pas le chiffre exact. Il faudrait demander à personne en charge. Donc, il y avait un enjeu déjà parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le pouvoir d'achat, la charge. C'est-à-dire la charge, l'électricité, les prix des courses, l'eau, globalement, sont des choses sur lesquelles on est obligé, quoi. On peut pas réduire. Les gens réduisent les vacances, les gens réduisent leur trajet en voiture, les gens prennent le transport en commun. Sur l'eau, c'est plus compliqué. Voilà, sur l'eau, c'est quand même plus compliqué. Sur la nourriture, c'est plus compliqué. Sur l'électricité, c'est plus compliqué. Même si les gens font des économies sur le chauffage, notamment, etc. Donc, mécaniquement, on avait cet aspect eau qui permettait de maintenir un niveau intéressant sur la qualité de vie et puis aussi sur les HLM. Pourquoi ? Parce que l'eau, les HLM les achetaient de la même façon. Donc, quand on avait un prix de régie de l'eau qui était bas, ça se comportait aussi pour les HLM, pour le prix des charges. Ça permettait d'avoir des charges moins importantes que dans une ville où l'eau était plus chère. Donc, il y avait un enjeu très important à ce niveau-là. Ensuite, l'enjeu à caractère climatique ou à caractère environnemental, il était déjà fort parce qu'en fait, on avait la chance d'avoir des usines de potabilisation, de traitement de l'eau qui étaient en bon état, aux normes, et qui rejetaient, une qualité d'eau traitée très bonne et qui permettait aussi d'avoir un certain nombre d'indicateurs. On n'a jamais eu de problème, on n'a jamais rien eu de grave, etc. Et là où on allait plus loin, c'est qu'on a voulu pousser en faisant notamment la récupération avec ce qu'on appelle la méthanisation, c'est-à-dire quand vous avez à la Pioline l'usine de traitement de l'eau, qui va traiter les eaux usées, en l'occurrence. Il y a du méthane qui sort, on récupère dans les digesteurs le méthane et on le revend. Après, on a fait du gaz pour ensuite pouvoir alimenter 600 ou 700 logements à Aix avec ce gaz qui est propre. Donc mécaniquement, si vous voulez, c'était un enjeu sur lequel on a essayé d'aller plus loin. Ensuite, on a étendu le territoire de la Régie des Eaux du Pays d'Aix, parce que dans notre idée, un peu de souveraineté aixoise, comme on est toujours, on se bat pour les Aixois, on est élu par les Aixois, donc c'est notre dada, et ça sera toujours le dada de tous les Aixois, que de continuer à défendre Aix-en-Provence, pas face à la méchante métropole, c'est pas du tout ça l'idée, mais face à, la péréquation financière de la métropole. C'est-à-dire le fait qu'on était bien loti financièrement, Marseille était moins bien loti,
vous mettez les deux ensemble, mécaniquement, la péréquation, elle n'est pas à l'avantage d'Aix-en-Provence. Et c'est ça le schéma. Donc mécaniquement, on s'est toujours battu pour avoir tous les outils possibles pour maintenir cette souveraineté économique, financière, intellectuelle aixoise. Et donc, à cet égard, on a étendu le territoire de la Riche des Eaux, on a intégré Vitrolles, on a intégré un certain nombre de communes, on a gonflé les équipes, on a fait des nouvelles innovations. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un traitement de l'eau qui est quand même assez d'un très très bon niveau à Aix-en-Provence, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau de la politique du petit cycle de l'eau, c'est-à-dire cette eau brute qui est transformée en eau potable et qui ensuite est traitée sur l'assainissement. Et puis on a, j'allais dire plus globalement, un rapport aux usagers qui est bon, parce qu'on est sur un service public. Dans la majeure partie des villes, en fait, sur le territoire, vous avez des délégations de services publics. Alors j'ai rien contre les majors, c'est-à-dire j'ai rien contre les grandes boîtes qui font de l'eau. Je ne vais pas les citer, on les connaît tous, ce qu'on voit au national. Mais quand même, pour moi, l'eau, c'est un service public. Donc, à Aix-en-Provence, qu'on a, grâce à la Régie des Eaux du Pays d'Aix, qu'on a un service public qui traite un fait public. Alors que dans certaines villes, on a une entreprise nationales. Bien sûr, privée, qui, par définition, et j'ai rien contre le privé, je suis dans le privé, mais je veux dire, qui, par définition, vont forcément ne pas avoir la même lecture sur le sujet que va avoir une société publique, une entité publique, qui est dirigée par des élus avec des anciens fonctionnaires à l'intérieur, etc. Donc mécaniquement, on a cette chance à Aix-en-Provence d'avoir un actif stratégique qui est l'eau. C'est un actif stratégique, l'eau, qui est traité à cet égard-là. Après, au cours de mandat, ce qui a beaucoup évolué, c'est évidemment le travail sur la notion de les sécheresses qu'on a connues récemment. Alors là, avec ce qui pleut, les gens vont dire, la sécheresse avec ce qui pleut en ce moment, il est sympa. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, quand il pleut beaucoup dans une période de l'année très concentrée, en fait, les nappes phréatiques, elles n'arrivent plus à absorber. S'il y a trop d'eau. Donc en fait, mécaniquement, ce qui se passe en ce moment, cette pluie constante qu'on a, et on ne se croirait pas dans le sud, le problème qu'on a, c'est qu'à la fois les nappes phréatiques, oui, elles se remplissent, mais c'est pas comme ça qu'elles se remplissent le mieux. Elles se remplissent le mieux si les pluies sont fines et diffuses pendant une longue période. Donc c'est pas parce qu'on a énormément de pluie en ce moment qu'on ne va pas avoir de sécheresse, peut-être malheureusement cet été ou à la fin de l'été, on dira, parce que on va pas au début d'été, parce qu'elles sont quand même remplies en partie. Donc on a travaillé là-dessus aussi, sur les économies d'eau, sur la sensibilisation auprès des usagers, en expliquant que l'eau d'une baignoire, l'eau d'une douche, en expliquant les différences, le robinet, le ci, le là. On a mis en place des télécompteurs, des compteurs relevés pour identifier les fuites. Et puis on a travaillé aussi, on a lancé une initiative avec le pôle d'activité. Pourquoi ? Parce que le pôle d'activité a toutes les entreprises qui consomment de l'eau. Elles sont extrêmement consommatrices d'eau, parce qu'il y a à la fois les usagers dans les boîtes de service, c'est-à-dire les employés qui sont dans la boîte, mais il y a aussi des industries. Il y a des boîtes qui font de l'industrie au pôle d'activité. Justement, cette gestion de l'eau, elle fait quand même écho à l'enjeu de transition écologique. Bien sûr. Et est-ce que, en raison des municipales qui approchent en mars, là, très prochainement, quels sont les investissements, selon vous, qui seraient nécessaires pour justement répondre à cet enjeu écologique qui se fait de plus en plus pressant? Alors, la chance qu'on a avec Aix-en-Provence, c'est qu'on a un taux de tête, un taux de fuite qui est parmi les plus bas de France, puisqu'on a 86% du réseau de l'eau délivrée. C'est-à-dire qu'on est en dessous des 15% de fuite. Ce qui, 15%, c'est beaucoup déjà. Par rapport à d'autres villes c'est 50%, 40%. Enfin, il y a des villes, je ne dis pas lesquelles, je ne sais pas, mais il y a des taux. Nous, on est à 14%, il y en a, ils sont à 40, à 30, à 35, c'est catastrophique. Mais c'est quoi que vous appelez les fuites? En fait, c'est les réseaux qui sont en mauvais état et qui perdent. Donc en fait, si vous avez des réseaux qui sont plus ou moins rénovés, qui sont plus ou moins poreux, qui sont plus ou moins en mauvais état, il y a plus ou moins de fuites. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc mécaniquement, déjà, avec Aix-en-Provence, la chance qu'on a, c'est qu'on a des réseaux qui ont été entretenus, qui continuent à être entretenus. Par exemple, vous avez vu, on a fait un grand chantier sur le cours Sextus. Moi, j'étais encore à la Régie des Eaux à l'époque. Bon, ça a beaucoup gueulé, parce que c'était compliqué d'ouvrir le cours Sextus en deux pendant 1 an et demi. Les commerçants ont quand même une période très compliquée. Après, ils vont avoir un très beau cours Sextus, tout innové, tout végétal, tout orienté vers la piétonisation. Enfin, j'ai vu le projet, c'est magnifique. Mais là, on a rénové tous les tuyaux, par exemple. Vous voyez, et je veux dire, c'est ce genre de choses qui est très important, parce que c'est gros tuyaux d'adduction. Enfin, c'est très important. Donc ça, il y a ça qui est important. Ensuite, ce qui est relativement important, j'allais dire, entre guillemets, mais qu'on a déjà initié, c'est qu'on a besoin, dans cette logique d'eau et de créer des nouvelles formes, j'allais dire, de réduction des îlots de chaleur, pour avoir besoin de moins faire usage de l'eau pour se déshydrater ou pour revenir, j'allais dire, à un état d'hydratation qui soit bon, que ce soit sur les sols ou sur les personnes. Donc mécaniquement, je sais qu'il y a une politique de planter des arbres qui a été faite récemment par la ville. Moi, j'y étais plus. Ils ont planté 300 ou 400 arbres l'année dernière. Ils continuent, c'est je ne sais plus le nom... Oxygène, un truc comme ça, il y a un nom Oxygène dedans, je ne suis plus à la mairie, donc je ne sais pas tous les noms. Et mécaniquement, ces éléments-là, si vous voulez, c'est ça qu'il faut faire, c'est replanter des arbres, refaire un éco, j'allais dire, un cercle vertueux en matière aussi d'éléments, d'énergie, etc. Donc il y a ça, et sur la politique de l'eau,
pour moi, j'ai pas dit qu'on a tout réussi, loin de là mon idée, mais le fait qu'on ait la Régie des eaux et qu'on soit une entité publique, en tout cas, on a la main pour faire des choses très intéressantes. Il y a une politique aussi globale qui a trait au réseau de chaleur, qu'on avait travaillé aussi sur le renouvellement du réseau de chaleur. Donc là, on n'est plus sur l'eau, mais on est sur le réseau de chaleur. On a, je ne sais plus, c'était 15 ou 16 000 foyers à Aix-en-Provence qui sont alimentés par le réseau de chaleur qui est à l'entrée de la ville à Ancagnan. Donc ça, c'est extraordinaire, par exemple. À l'échelle d'une ville, il a été rénové très récemment, avec un prix de l'énergie qui est extrêmement maîtrisé et qui, malgré la crise en Ukraine qu'on a connue un moment sur le gaz, nous, à Aix-en-Provence, on avait un réseau de chaleur qui était essentiellement sur le fait de brûler du bois. Donc mécaniquement, on n'a pas subi de front la crise en Ukraine quand il y a eu l'expansion du prix du gaz, par exemple. Vous voyez, donc c'est toute cette politique énergétique à la fois sur l'eau, à la fois sur l'énergie. Il faut la renforcer, il faut être plus innovant, il faut être plus ambitieux, il faut aller plus loin. Mais où déjà on a quelques socles qui sont intéressants. Et là-dessus, je pense qu'il faut aller plus loin, il faut être plus innovant. Très bien. Bon, je pense en tout cas qu'au cours de cet entretien, on aura compris que vous êtes vraiment un passionné d'Aix-en-Provence. Oui. Vous vous êtes attaché à la ville, vous y êtes né. Oui, je suis né, ouais. Donc, mes enfants aussi, ma femme aussi. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment passionné par la ville. Ma question, qui je pense conclura l'entretien, selon vous, quels sont aujourd'hui les atouts et les fragilités d'Aix-en-Provence pour rebondir toujours sur la thématique des élections municipales? Les atouts, c'est ce que je disais en amont, j'ai suffisamment loué la ville au bon sens du terme. Je pense que la ville, elle est un espèce de point d'alignement des planètes incroyable qui en fait à la fois une ville où on y vit comme dans un village et qui à un moment est une ville-monde. C'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire on vit comme dans un village à Aix parce qu'on a un bien-vivre, des choses incroyables, et puis on a une ville-monde parce qu'on a une attractivité forte. Après, les enjeux d'Aix-en-Provence sur la suite, effectivement, il y a un prix du logement qui est cher. Il y a, des enjeux de compétitivité qui doivent être maintenus. Pourquoi ? Parce qu'on a une ville avec un pôle d'activité qui est très dynamique. Mais le tissu économique en France, aujourd'hui, eu égard à la fiscalité, eu égard aux problématiques de trouver des personnes qui puissent vivre décemment de leur salaire, parce que la crèche coûte cher, parce que les transports coûtent cher, parce que le logement coûte cher. Il faut qu'on travaille sur ces infrastructures, logement étudiant, etc. Enfin, tous ces sujets-là. Il y a cette notion de cherté de la vie qui doit être un enjeu majeur, comme je disais en amont, le pouvoir d'achat. On ne peut pas reprocher aux gens que l'immobilier soit cher en tant que tel, c'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est de dire qu'à un moment, on doit travailler sur la création de valeur autour de la ville d'Aix pour les Aixois et pour tous les gens. Moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, on a un enjeu qu'Aix-en-Provence est capable d'aller basculer sur cette dynamique pour aller encore plus loin, avec des entrepreneurs, avec des politiques publiques, avec des visions territoriales, avec l'implantation, comme j'ai dit tout à l'heure, de grands projets. Et c'est là où on arrivera à projeter encore Aix-en-Provence sur les nouvelles décennies à venir. Et c'est tout ce que je souhaite. Écoutez, Monsieur Paoli, merci pour votre expertise et toutes les réponses à mes questions. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à la régie, merci à vous, chers spectateurs. On se retrouve très bientôt sur ce plateau avec de nouveaux invités, toujours dans la thématique des élections municipales. Au revoir. Merci, au revoir.